Coucou les addicts, me revoilà pour le décryptage de l'épisode 4 de la saison 2 qui s'appelle La Dame Blanche. Et pour ceux qui arriveraient sur la chaîne et qui découvriraient cette vidéo, sachez que les décryptages ont pour but donc de décortiquer l'épisode, de vous donner quelques anecdotes, de comparer aussi le roman à la série et puis voilà, d'analyser en profondeur certaines thématiques que l'on retrouve dans l'épisode ou certains personnages. Pour compléter votre expérience sur cet épisode 4, sachez que j'ai mis en ligne donc 2 scènes coupées que j'ai traduites en français, des scènes coupées au montage qui n'auraient peut-être pas apporté grand-chose à l'épisode. C'est pour ça qu'elles ont été coupées, mais que je trouve néanmoins intéressantes à regarder pour contextualiser aussi un peu certaines relations en fait entre les personnages. Cet épisode 4, je le disais en introduction, s'appelle La Dame Blanche et j'avoue que le choix de ce titre m'interpelle beaucoup car il n'y a aucun contexte concernant ce titre et cette assertion. Ce n'est pas du tout représentatif pour moi de l'épisode. Donc c'est pour vous rafraîchir la mémoire, La Dame Blanche, c'est ainsi que les agresseurs de Claire et Marie appellent Claire lorsqu'ils découvrent son visage. Sauf qu'en réalité, donc nous Français, on a encore quelques infos sur ce qu'est une dame blanche. Enfin, ça fait partie des légendes, mais j'imagine que le public américain, pour le coup là, a rien dû y comprendre du tout. Cela étant dit, et j'aurais pu le mettre dans les flops, mais vous verrez que j'ai choisi autre chose. Ce que je peux dire de manière globale sur cet épisode, c'est qu'il ne présente pas de nouveaux personnages et il a pour ambition de mettre en avant 3 intrigues, plus ou moins. La première, le premier thème, ce sont les retrouvailles entre Claire et Jamie. Ensuite, il fallait mettre en avant l'attaque dont sont victimes Claire et Mary. Et puis ensuite, il y a l'emblématique scène du dîner. C'est vrai que cet épisode donne l'impression que les morceaux d'un puzzle se mettent en place et jouent beaucoup sur les relations et les intrications des intrigues les unes avec les autres. Et j'ai extrait comme ça quelques petites pièces du puzzle qui se sont assemblées. Vous vous souvenez, dans l'épisode 3, Maître Raymond avait parlé à Claire du cascara amer et de ses effets, du fait qu'il vendait ça à certains de ses clients qui venaient lui demander du poison mortel parce que ça donnait des symptômes très très violents, mais que ce n'était pas suivi de mort. Et donc là, Claire a senti le goût, l'odeur du cascara dans ce qu'elle a ingurgité et directement elle pense à Maître Raymond. Autre pièce de puzzle qui s'assemble, c'est Claire qui révèle enfin à Jamie que Blackjack est vivant. Donc on a ça en tête depuis 2 épisodes. Et enfin, la révélation est arrivée dans cet épisode. Ensuite, lorsque Claire va voir Maître Raymond et qu'elle lance les osselets, donc Maître Raymond lui dit qu'elle reverra Franck. Et donc là, ça fait directement référence au tout premier épisode de la saison 2, qui démarre dans les années 1848, quand Claire a retraversé les pierres. Donc effectivement, nous, on sait que Claire reverra Franck, c'est sûr. Mais elle en prend conscience. Lorsque Claire va voir Louise et qu'elle lui parle de son singe qui mord tout le monde à part elle, et un peu plus tard, lorsque le Bonnie Prince Charlie débarque dans l'appartement de Claire et Jamie et qu'il dit qu'il s'est fait mordre par l'animal domestique ou l'animal de compagnie de sa maîtresse qui mord tout le monde sauf elle. Là, on fait aussi tout de suite le lien, ce que fait Claire également. Il y a une discussion entre Claire et Louise sur le fait d'élever un enfant dans le mensonge. Et là aussi, on sent que c'est un peu prémonitoire de ce qui va arriver à Claire. J'aime beaucoup aussi, et j'en parlerai tout à l'heure,
la scène où Fergus parle des femmes à Murtagh et qu'il lui dit que, notamment, enfin ça démarre de là, que Marie est amoureuse. Et un peu plus tard, lorsque Claire et Marie rentrent chez elle en quittant l'hôpital des Anges, Marie avoue à Claire être tombée amoureuse d'Alex Randall. Et puis la scène d'ouverture qui ouvre sur le sabotage d'une roue de carrosse, de calèche. On voit un homme avec une tache de vin sur la main, et puis on retrouve cette tache de vin sur un des agresseurs de Claire et Mary. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur les impressions générales. Je vais développer des thématiques un peu plus, de manière plus approfondie juste après. La scène que je n'ai pas aimée dans cet épisode, elle se trouve à la fin de l'épisode et c'est la scène de la bagarre. Je la trouve franchement bizarrement chorégraphiée. J'ai entendu dans le podcast de Ron Moore qui disait que la volonté avait été de faire une bataille un peu style Les Trois Mousquetaires. Néanmoins, même une fois que je sais ça, moi je n'y trouve pas de sens. Qui se bat contre qui ? Est-ce qu'ils se battent pour se battre ? Est-ce qu'il y a un honneur à défendre ? Pourquoi est-ce que certains hommes de la soirée y prennent part et d'autres pas ? C'est très confus pour moi et du coup, voilà, je ne l'aime pas. Le seul moment, à la rigueur, qui sauve tout l'ensemble de cette scène, c'est la façon dont le duc de Sandringham s'esquive à la fin. Alors en revanche, la scène que j'ai vraiment beaucoup aimée, alors en vrai c'est la scène où Claire et Jamie se réconcilient dans la petite chambre sous la lumière bleue, mais j'en parlerai après. Mais ce que je voulais du coup mettre en avant, c'est la scène entre Fergus et Murtagh. C'est une scène qui n'apporte rien à l'intrigue, très franchement. C'est vraiment une scène entre deux personnages qui vise à les mettre en avant. Et c'est vraiment, ouais, c'est une scène juste pour eux. Et je trouve que Fergus, vraiment, ce petit personnage est très attachant. Je suis contente qu'ils aient gardé cette scène-là. Finalement, ce petit bout d'homme en sait plus sur les femmes que Murtagh. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que finalement, Murtagh, avec son ton très bourru et son petit air de pince sans rire, finalement, est quand même inquiet de savoir si Suzette s'intéresse vraiment à lui ou si c'est juste pour ses parties de jambes en l'air. Voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour. Belle mention pour cette scène-là. La première thématique que je souhaitais approfondir, c'est la relation qu'il y a entre Claire et Maître Raymond. Je trouve intéressant de me pencher sur cette relation parce que au vu de ce qui précède et au vu également de ce qu'on voit dans l'épisode, on peut se demander si Maître Raymond peut vraiment être considéré comme un ami pour Claire ou est-ce qu'elle doit s'en méfier. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, l'épisode 3 de la saison 2, on avait vu le comte de Saint-Germain qui sortait de chez Maître Raymond avec un air un peu de comploteur. Et puis, Maître Raymond est bizarre, avec son costume un peu mystique. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, si vous ne l'avez pas vu, sur mon site internet, j'ai quelques photos qui montrent des détails de la veste de Maître Raymond. C'est intéressant de s'y pencher parce que, justement, ça donne tout le côté mystique de cette veste et de ce personnage. Maître Raymond aussi a une pièce secrète dans sa boutique qui est pleine de crânes d'animaux, ce qui veut dire qu'il a des choses à cacher. Bon, il le dit d'ailleurs. Et il y a quelque chose de magique dans ce personnage. Alors il lit très facilement en clair, même si on sait qu'elle est très transparente dans ses émotions. Néanmoins, il semble quand même l'avoir bien cernée. Et je trouve que leur relation, leur amitié fait penser à celle que Claire avait avec Gaylis dans la saison 1. Et quand on se souvient de ce qu'était Gaylis, il y a quand même des parallèles qui sont faciles à faire. Lorsque Maître Raymond lui propose de lancer les osselets pour pouvoir un peu prédire l'avenir. Claire se souvient qu'elle avait vu ce genre d'osselet en Afrique. Et ça, c'est un petit rappel pour nous de la vie qu'avait Claire avant d'atterrir au XVIIIe siècle et puis de la vie qu'elle a eue avec son oncle, son enfance en fait.
Et j'aime beaucoup ce regard appuyé que Maître Raymond lui lance lorsqu'il lui dit qu'il en connaît d'autres, en fait. Et lorsqu'il dit à Claire qu'elle reverra Franck, là encore, c'est un rappel pour nous. Alors, un rappel qui est pas... Claire peut sans doute lui faire confiance que c'est un véritable ami, malgré tout le mystère qui peut entourer ce personnage. Le deuxième thème que je vais aborder, c'est un thème central puisqu'il concerne la relation entre Claire et Jamie et leurs retrouvailles et les confessions qu'ils se font. Et on les retrouve tout début d'épisode à Versailles, donc dans la salle bibliothèque où Jamie et Duvernay jouent habituellement aux échecs. Et Duvernay lance la fameuse discussion sur le choix du prénom. Et à cette occasion, on se rend compte du fossé qui sépare Claire et Jamie. C'est-à-dire que à ce moment-là de la grossesse de Claire, qui semble quand même plutôt avancée, moi je dirais 4-5 mois, peut-être même plus, ils n'ont encore pas abordé ce sujet du choix du prénom. Et voilà. Et donc là, on les retrouve là où on les avait laissés dans l'épisode précédent, c'est-à-dire avec un abîme entre eux. Et quand Claire s'effondre, après avoir ingurgité le poison, on sent toute l'inquiétude de Jamie et pour la première fois, il la questionne au sujet du bébé et on voit ce sourire de Claire et qu'elle est soulagée que Jamie lui en parle. S'ensuit la révélation sur le fait que Black Jack Randall est vivant. Là aussi, c'était très attendu. En revanche, ce qu'il est beaucoup moins, c'est la réaction de Jamie, pour le coup, qui est complètement inattendue. On ne s'attendait pas à ça. Et néanmoins, moi, je la comprends, cette réaction. C'est guerrier. Jamie est un guerrier. Il veut sa vengeance et ça le remplit de joie de pouvoir se venger et voilà et tuer, pourquoi pas, Black Jack Randall. Je reviens sur cette scène qui est filmée aussi de manière assez surprenante, puisque lorsque Claire fait cette révélation, la caméra reste braquée sur elle. On ne voit pas du tout les premières réactions de Jamie à son annonce. On le devine sur le côté gauche de l'écran, mais on ne le voit pas. Et quand enfin la caméra passe sur lui, son visage est éclairé par la cheminée. Et justement, je pense que c'est fait exprès, mais c'est tout le feu qui brûle en lui. Et voilà, peut-être qu'il reprend vie. Et aussi tout le feu, toute l'envie qu'il a de se venger qui est là, bien présent. Et donc, cette scène se termine, Jamie remercie Claire, et une fois de plus, il a une petite pensée ou un petit geste pour le bébé, il embrasse le ventre de Claire. On sent que leur relation va pouvoir prendre un autre tournant à partir de cette révélation. La scène suivante où on les découvre ensemble, c'est le retour nocturne de Jamie. Et alors là, Jamie est remonté comme un coucou suisse. Il est d'humeur très coquine et pas de bol pour lui. Très très vite, Claire découvre les morsures ou la morsure sur sa cuisse. Et le pauvre Jamie se prend les pieds dans le tapis avec ses explications peu convaincantes sur l'origine des morsures. Et on comprend Claire, là, très franchement... Jamie peine à s'expliquer et il n'est pas crédible du tout et Claire bouillonne, évidemment, pas d'intimité avec son mari depuis des semaines et il revient un soir où elle sait qu'il était rencontrer le prince chez Maison Élise, enfin à la Maison Élise. Et finalement, ce sujet de dispute semble anecdotique quand on voit ce qui suit, puisque s'ensuit une vraie dispute sur le fond, le fait qu'ils ne se parlaient plus depuis un moment, qu'ils ne s'étaient jamais ouverts réellement l'un à l'autre depuis Wentworth. Et moi, je pense que c'est la force de leur amour et l'insistance de Claire qui donne l'occasion à Jamie de parler enfin à cœur ouvert. Et alors là, vraiment, ce sont des beaux dialogues. Jamie s'exprime avec beaucoup d'éloquence, ce qui est rare pour un homme, de livrer ses émotions de cette manière-là. Et je crois que c'est pour ça que Jamie nous plaît beaucoup, à nous les femmes en tout cas, certainement à certains hommes aussi. C'est-à-dire qu'il n'hésite pas à parler de ses émotions avec beaucoup de profondeur.
Et d'ailleurs, ces mots, ces répliques, c'est repris directement d'un passage clé du roman et de la fin du tome 1 d'ailleurs. Donc ce n'est pas du tout dans le même contexte, mais il s'était ouvert à Claire bien avant. Hein. C'est vrai que ça fait quelques décryptages que je le dis. Et c'est Meryl Davis, hein, la coproductrice avec Ron Moore. C'est Meryl Davis qui a insisté auprès de Tony Graffia, qui a écrit le scénario de cet épisode, pour que ce passage soit repris à ce moment-là, dans l'épisode 4. Et après cette séquence confession, Jamie préfère s'éclipser, hein, il préfère faire chambre à part. Et Claire sait qu'elle doit mettre de côté son amour-propre et sa jalousie, et c'est elle qui fait le premier pas et ce pas vers lui, et qui donne lieu au fait qu'elle le rejoint dans le salon, dans une petite pièce qui est à côté du salon. C'est une très jolie scène. La lumière un peu bleutée rajoute encore à l'ambiance de cette scène. Donc c'est une scène de sexe, de réconciliation, en fait, de reconnexion. Il n'y a pas ce tabou de l'activité sexuelle d'une femme enceinte. On voit bien son ventre, c'est magnifique. Ils font vraiment l'amour doucement, en se touchant, en s'embrassant. Il n'y a pas ce sentiment d'urgence dans le fait de se reconnecter dans le premier rapport après de longues semaines. Et justement, je trouve que c'est d'autant plus beau parce que imaginez comment aurait été ce premier moment d'intimité entre eux si Jamie était allé au bout de ce qu'il avait entrepris lorsqu'il est arrivé dans la chambre en rentrant du bordel. Je laisse ça en suspens. Ensuite, je souhaitais évoquer les deux antagonistes que Jamie et Claire ont à Paris, en tout cas sur ce début de saison. Et je me base sur l'arrivée de Claire au dîner. Et du coup, ça me donne l'occasion, à partir de cette petite constatation, de parler de ces deux personnages. D'abord, le comte de Saint-Germain, on le voit à Versailles, hein, lorsque Jamie et Duvernay font leur partie d'échecs. Il est tout à fait méprisant, très hautain, pas sympathique du tout. Et puis on le découvre aussi à la table du dîner. Alors c'est un peu l'invité surprise, hein. Mais là encore, il est tout sauf sympathique et on ne le voit jamais décocher un seul sourire. Ce conte est très mystérieux, on a très peu de contexte par rapport à lui. Et ça, je le regrette un peu. Je trouve que on nous le présente vraiment comme le méchant, hein. On veut nous le faire passer pour le méchant. Il n'a pas beaucoup de texte, pas beaucoup de dialogue. La seule chose que l'on peut observer de lui, c'est qu'il est très malin et qu'il en veut à Claire, ça c'est évident. D'ailleurs, la scène où Claire ingurgite le poison, hein, dans la bibliothèque à Versailles, tout le plan où on la voit un peu s'effondrer, on a en arrière-plan un peu flouté le comte de Saint-Germain, tout le long de la scène. Si vous êtes amené à le regarder de nouveau cet épisode, vous verrez, là vraiment, sans le faire parler, on se doute qu'il est probablement impliqué. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Le deuxième antagoniste, alors je ne suis pas vraiment sûre que c'en est un, hein, mais en tout cas, c'est ma déduction. Donc c'est le duc de Sandringham. Il a un côté un peu duplice. On se demande de quel côté il est vraiment. Donc c'est un Anglais, hein, il n'est pas écossais, le duc de Sandringham. Et il ne faut pas oublier qu'il a quelque part vendu Jamie à Black Jack Randall en donnant à Randall la plainte que Jamie et Claire avaient rédigée contre lui. De la même façon, par quelle coïncidence et par quel hasard a-t-il le frère de Randall à son service? C'est très étonnant, et en plus il en joue. Il a souhaité rencontrer le prince Charles, ou alors peut-être c'est l'inverse, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, lorsqu'il se voit, le duc ne fait pas de baise-main au Bonnie Prince Charlie, alors que toutes les autres personnes sont beaucoup plus déférentes vis-à-vis de lui. Le duc aussi n'est pas très courageux, ça on l'avait découvert dans la saison 1 lorsque Jamie était allé le rencontrer dans sa demeure.
il s'était éclipsé très, très courageusement au moment où il y avait la bagarre. Et là, de la même façon, dans cet épisode, j'en ai déjà parlé, lorsque ça commence à un peu trop castagner, il s'en va. En revanche, ce qu'on peut dire de lui, c'est qu'il est manipulateur. La remarque qu'il fait lors du dîner sur l'oisiveté du pape, à mon avis, est tout à fait réfléchie. Il sait que le prince est très attaché à la religion, au pape, etc. Et cette remarque était tout à fait provocatrice de mon point de vue. Et puis, et ça, j'ai envie de le dire parce que je trouve quand même que ce personnage est drôle. Ses mimiques, sa façon d'être. Il a un côté sympathique. Malgré tout le doute et la méfiance qu'on peut avoir pour lui, moi, je le trouve quand même sympathique. Peut-être que tout le monde ne partage pas mon avis. Je consacre mon dernier zoom à une scène emblématique de l'épisode, c'est la scène du dîner. Et c'est un challenge qui avait été donné à Tony Graffia, la personne qui a rédigé le script de l'épisode, d'inclure donc cette scène du dîner. Et ce que l'on peut en dire tout d'abord, c'est que le décor et la table sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup la séquence où on voit les servants dresser la table. Ça donne vraiment un aperçu du soin qui était porté à ces dîners mondains au XVIIIe siècle à Paris. Pour la petite anecdote, il a été difficile de mettre tout le monde autour de la table, et donc ils ont finalement limité la place des dames autour de la table à seulement 4, puisqu'en fait les robes prenaient énormément de place, et s'ils voulaient loger tout le monde, il fallait mettre... Voilà, moins de costumes volumineux et donc, du coup, moins de femmes. Alors, je me suis quand même demandé qui avait fait le plan de table, parce que franchement, mettre Claire à côté du comte, en plus, c'est un invité de dernière minute, un invité surprise, un couvert supplémentaire a été rajouté pour lui et sans doute aussi pour sa femme. Franchement, je les aurais pas forcément mis l'un à côté de l'autre, mais enfin. En revanche, le fait que Louise soit en face du prince et que le duc soit également en face du prince, ça c'était plutôt malin et ça a donné lieu à de savoureux échanges lors de ce dîner. Et justement, moi je trouve que les dialogues sont vraiment excellents, c'est vivant, c'est animé, c'est intéressant à suivre et à regarder. Et moi j'attendais vraiment ces échanges de ping-pong pour savoir comment ça allait réagir et à quel moment justement dans le dîner ça allait peut-être déraper. Et justement ce dîner est scindé un peu en 3 parties, en 3 temps, des plaisanteries au démarrage, une ambiance sereine, bon enfant, et puis on en vient à parler politique. C'est Jamie qui lance le sujet, et qui lance le Bonnie Prince Charlie à ce sujet. Et puis fin du dîner, bagarre générale. Voilà, donc les 3 temps du dîner. Et ce que je voulais remarquer et relever, c'est que Claire et Jamie parviennent à mettre en place le plan, c'est-à-dire déstabiliser le prince avec l'annonce de la grossesse de Louise, sa maîtresse. Mais finalement, il se défend pas si mal que ça, ce prince, en mouchant un peu le mari de Louise de Rohan. Et au final, je trouve que le duc ne s'est pas particulièrement ému de la réaction du prince Charles, ni par son attitude d'ailleurs. Donc, est-ce que Claire et Jamie sont arrivés à leur fin sur ce sujet-là? Je ne suis pas sûre. Ce sont essentiellement les chapitres 16, 17 et 18 du Talisman qui ont servi de base à cet épisode. Et c'est plutôt pas mal adapté. Alors, on retrouve tous les ingrédients, même s'ils sont mis parfois dans le désordre ou réinterprétés, ou qu'il y a des petits changements de personnages. Mais globalement, l'essence est là pour moi. C'est vrai qu'on savait, lorsqu'on est lecteur depuis un moment, que Louise et le Bonnie Prince avaient une liaison. Et là, on le découvre seulement dans cet épisode. Ce qu'on découvre également, c'est que Claire, lorsqu'elle est en représentation mondaine, elle essaye d'évoquer la politique écossaise avec notamment les dames de la cour, mais elle se rend assez vite compte que tout le monde s'en fiche.
les symptômes de l'empoisonnement de Claire sont beaucoup plus horribles et beaucoup mieux détaillés dans le roman. C'est vrai que Diana a une belle plume, je trouve, et on a toute une métaphore en rapport avec des serpents qui grouillent dans son ventre, l'intervention d'un médecin, le fait que celui-ci veuille lui faire une saignée, etc. Plus de détails donc sur l'empoisonnement. Autre petite chose qui change, c'est que Maître Raymond et Jamie se rencontrent dans le roman. Et Claire semble avoir parlé de Maître Raymond à Jamie depuis bien longtemps, ce qui n'est pas le cas dans la série. Et toujours en parlant de Maître Raymond, la description de sa pièce secrète est un peu différente là pour le coup. C'est une pièce en sous-sol, beaucoup plus difficile d'accès. Il faut se mettre à quatre pattes pour y entrer. On a plus de détails sur la description des crânes de certains des animaux qui sont présents dans cette pièce. Les petites cachettes secrètes aussi qu'a Maître Raymond, notamment pour la pierre qu'il offre à Claire en pendentif. Et on sent aussi beaucoup plus toute cette histoire de messe noire, d'occultisme, de cabale, tout ce côté mystérieux et mystique de Maître Raymond. C'est beaucoup plus palpable pour moi dans le roman, en tout cas à ce moment-là. La découverte de la morsure à la cuisse de Jamie se fait dans un contexte un peu différent, avec une servante qui est dans les parages, puisque Jamie veut prendre un bain. Et cette servante a le chic pour arriver au moment opportun, au pluriel, avec des commentaires assez drôles. Je vous encourage à aller lire. Franchement, c'est des bons passages. Et Claire entre dans une rage noire, puisqu'elle découvre non seulement la morsure, mais un peu plus tard un suçon dans le cou. Donc imaginez un peu la réaction. Elle renverse une bassine d'eau froide sur la tête de Jamie pendant qu'il est dans son bain bien chaud. Ils finissent également par se réconcilier, ça ne dure jamais longtemps finalement leur dispute, et ils se font aussi de jolies déclarations à ce moment-là, qui sont différentes de ce qu'on a vu dans la série. Le retour tardif de Claire avec Mary, l'histoire est différente. Il n'y a pas cette histoire de sabotage de la roue du carrosse. Claire remarque également que ceux qui les attaquent sont assez soignés, avec des ongles bien soignés. Enfin, ce ne sont pas des gens des rues, en fait. Ce qui est rigolo aussi dans cette scène de l'attaque, c'est que Murtock est saucissonné dans un sac. Donc, bon, voilà. Là, il est juste assommé dans la série. Il y a également l'arrivée de Alex Randall qui se fait de manière différente. Dans la série, il est présent dans la maison de Claire et Jamie au dîner, puisqu'il a accompagné le duc de Sandringham. Là, il semble avoir été dans les parages en fait, de Mary et Claire. Et ce qui change là beaucoup, par contre, c'est que Claire aurait bien aimé rester tranquillement dans sa chambre après toutes ces mésaventures. Dans la série, on nous la présente souvent, Claire, comme une femme très forte, beaucoup plus forte qu'elle ne peut être dans le roman, même si elle est également aussi une femme de caractère dans le roman. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'invité surprise lors du dîner, ce n'est pas le comte de Saint-Germain dans le roman, mais c'est l'oncle de Mary. Et on découvre aussi que le comte est en affaire avec le prince sur des approvisionnements d'alcool. Et donc les discussions lors du dîner sont légèrement différentes également. Mais voilà, tout ça ne change pas radicalement le fil conducteur et les intrigues que l'on voit et qui nous sont présentées dans la série. Pour conclure, je dirais que c'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Claire et Jamie se sont enfin reconnectés et ça, c'est vraiment cool. L'épisode se termine avec cette scène où on voit Fergus finir les restes du repas, finir les verres. C'est un petit clin d'œil qui nous fait sourire. Et néanmoins, le dernier plan, c'est le visage de Claire qui est très soucieux. Les gendarmes vont certainement arriver, ainsi que le comte de Saint-Germain nous le laisse entendre. Et ça promet une ouverture d'épisode sans doute un peu sous tension pour l'épisode 5.
J'espère que vous avez apprécié mon décryptage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à dire que vous l'aimez, à commenter. Je suis toujours très disponible sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook notamment. Laissez des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre les dernières actualités et être les premiers au courant des sorties des vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.